This is CBC Montreal News. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Voici votre téléjournal 18h en ce samedi 5 mars. Eh bien, tout d'abord, la tempête de neige qui s'est abattue ce matin sur la rive sud, ou plutôt sur le sud du Québec, oui, a causé plusieurs accidents sur les routes de la province, dont un accident d'autobus mortel. En tout, 16 passagers sont morts. C'est un autobus du réseau du transport de Longueuil qui a fait une sortie de route vers 6 heures sur l'autoroute 10 en direction est. L'autoroute dans cette direction est fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre. On se transporte en Alberta maintenant où Justin Trudeau a été honoré hier par la Première Nation Tsuut'ina, située près de Calgary. Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, était lui aussi présent lors de l'événement. Après que les deux hommes aient reçu un couvre-chef traditionnel, le premier ministre a mentionné l'importance de renouveler la relation École-Canada avec les peuples autochtones. Par ailleurs, le chef de la nation Tsuut'ina a remercié le gouvernement d'avoir fait une commission d'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Le plus haut tribunal du pays s'oppose à un nouveau procès demandé par la famille Shafia, reconnue coupable d'avoir assassiné 4 membres de leur famille. Le plus jeune, Ahmed Shafia, aurait été mineur lorsqu'il a été reconnu coupable de meurtre prémédité. Et on en parle à l'instant avec Jessica Martineau. Jessica, quelles ont été les preuves utilisées pour démontrer qu'il était mineur lors du verdict? Juste pour se rappeler, Mathieu, Ahmed aurait commis des crimes d'honneur dans une encluse située à Kingston avec l'aide de son père Mohamed et de sa mère Touba. Tous ont été condamnés à la prison à vie avec sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Lorsque le jeune Montréalais a été reconnu coupable en 2012, il est indiqué qu'il était âgé de 21 ans, mais selon de nouveaux documents de naissance trouvés en Afghanistan, il aurait été mineur. Selon le procureur Justin Speyer, ces documents ne sont pas fiables, même si l'ambassade de l'Afghanistan les a authentifiés. Le gouvernement afghan, lui, ne les reconnaît pas. Et Jessica, si la validité du nouvel acte de naissance de Ahmed est reconnue, aura-t-il droit à un nouveau procès? Lors de l'appel de l'Ontario, la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît la validité du nouvel acte de naissance du jeune homme. Par contre, cela ne veut pas dire que lui et sa famille auront droit à un nouveau procès. Depuis, l'idée de crime d'honneur comme mobile des meurtres ne venait pas de l'expert, mais bien du père de famille, Mohamed. Le seul aspect positif que ces documents pourront apporter à la famille Shafia, c'est que le jeune Ahmad pourrait avoir une peine moins sévère que ses parents. On suit évidemment le dossier de près. Merci, Jessica. Je vous en prie. Maintenant, le gouvernement du Québec poursuit 2 anciens hauts placés de la Sûreté du Québec pour versement d'argent illégal. La poursuite vise plus précisément l'ex-directeur général de la SQ, Normand Proulx, ainsi que son adjoint, Paul Quirion. L'ancien DG aurait autorisé le versement de 164 000 $ à son collègue comme indemnité lors de son départ à la retraite en 2004. Québec dit qu'il n'avait pas le droit à cette somme d'argent d'après les conditions de son contrat de travail. Alors qu'elles étaient des milliers de femmes à se rassembler pour le Sommet des femmes à Montréal hier, la vice-première ministre et responsable de la condition féminine du Québec, Élise Thériault, était absente. L'événement qui se déroulait au Palais des Congrès de la métropole visait à élaborer des pistes d'action pour faire avancer la cause des femmes. Selon l'attaché de presse de Mme Thériault, la ministre n'a pu être présente vu des problèmes d'agenda. On vous rappelle que la femme politique a suscité tout un émoi en affirmant récemment qu'elle ne se considérait pas comme féministe. La Cour supérieure du Québec a finalement rejeté hier la demande de suspension du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Elle avait été faite par une coalition de groupes écologiques au sujet du projet Énergie-Est. Rachel Castagnet est là pour nous en parler. Rachel, le gouvernement Couillard, le PAP plutôt débutera tel que prévu dès lundi prochain. Oui, tout à fait. Donc la requête, un peu pour rappeler les faits, avait pour but d'empêcher la BAP de lancer ses audiences, et ce pour 2 raisons bien précises. Selon eux, la BAP n'aurait pas en main tous les documents nécessaires
récolté par TransCanada. Donc, pour eux, ça ne serait tout simplement pas un débat assez serein et équitable. Et donc, la deuxième raison serait le fait qu'ils veulent forcer leurs promoteurs à se soumettre aux lois en vigueur sur la qualité de l'environnement. Donc, après un mois, après l'injonction, le juge de la Cour supérieure du Québec a finalement pris sa décision, la décision de rejeter l'injonction, et elle justifie son choix en expliquant le fait que cela permettra au ministre québécois de l'Environnement, David Hurtel, de mieux connaître l'opinion publique québécoise et ainsi de mieux préparer sa présentation devant l'Office national de l'énergie. Et en ce qui concerne TransCanada, l'entreprise a salué le jugement qui, d'après elle, lui permettra d'éclairer les Québécois et les commissaires sur des questions en leur répondant de manière correcte et basée sur des faits. En début de semaine, le gouvernement Couillard a déposé une injonction contre TransCanada. Et maintenant qu'on sait que le BAP débutera lundi, que souhaite le gouvernement du Québec concrètement? Alors, le ministre québécois de l'Environnement voulait forcer TransCanada à se conformer à la loi sur la qualité de l'environnement, mais contrairement à la coalition des groupes écologiques, dans un premier temps, le gouvernement voulait entendre TransCanada en audience devant le BAP. Donc, on sait que les deux principaux sujets qui portaient à inquiétude, c'était la sécurité et la contamination des cours d'eau. Et en tout cas, ce sont les forts sujets qui soulèvent la plus forte résistance au sein des groupes écologistes, des communautés scientifiques, mais aussi des populations directement touchées par la question de l'oléoduc. Merci Rachel pour les détails. Merci. Au culturel, le festival Woodstock en Beauce nous promet une belle programmation pour sa 22e édition cet été. Jessica Régimbal vous donne les détails dans 60 secondes. Après une période d'incertitude pour le festival Woodstock en Beauce cette année, l'événement se mobilise pour revenir en force lors de sa 22e édition. Et Jessica Régimbal, on s'attend à une programmation très solide pour cet été. On peut dire qu'ils ont visé dans le mille en invitant le légendaire rocker Randy Bachman et les Cowboys Fringants également, le tout pour rehausser l'image du festival et surtout de la programmation cette année. Robert Charlevoix sera également sur scène. Et ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y aura plusieurs spectacles hommages à Kiss, à AC/DC, Metallica et même aux Beatles qui sont de la programmation. L'an dernier, après l'édition, le comité organisateur souhaitait avoir une programmation plus diversifiée pour cette année et on peut dire que c'est mission accomplie. Le festival Woodstock en Beauce se tiendra du 30 juin au 3 juillet à Saint-Éphère-de-Beauce, événement très attendu. On change de sujet. En cette semaine de relâche qui tire bientôt à sa fin, Jessica, il y a le spectacle international de patinage artistique de Disney sur glace qui est à Montréal présentement. Oui, un super beau spectacle qui va émerveiller autant les petits que les grands. Et d'ailleurs, ça s'est tenu tout au long de la semaine. En tout et partout, c'est plus de 60 personnages de Disney qui seront sur glace. On peut compter parmi eux. Il y aura Frozen, Woody, Mickey Mouse, Minnie Mouse et plusieurs autres. Et ce qui est exceptionnel, c'est que cette année, à Montréal, il y aura 9 représentations en français et 3 en anglais. Alors, c'est leur 100e édition. Les dernières représentations seront présentées demain au Centre Bell. Et finalement, la météo, c'est une tempête qui frappe fort partout au Québec. On en parlait en début de bulletin. On s'attend à quoi, là, Jessica, pour les prochaines heures? Tempête qui s'est amorcée ce matin, 25
centimètres sont tombés. Va falloir être plutôt patient et surtout éviter les déplacements sur les rues qui sont très difficiles actuellement. La visibilité est réduite. On prévoit un autre 25 centimètres pour ce soir, la nuit prochaine, à Montréal et les environs. Et dès demain, météo qui se dit bipolaire parce que la température reviendra à la normale. Ce sera le retour du soleil et ça pour toute la journée, un maximum de 1 qui est prévu. Lundi, début de la semaine, ce sera des nuages et 30 des risques d'averses. On prévoit un maximum de plus 4. Sensiblement le même scénario qui est prévu pour mardi avec un maximum de 7 degrés. Merci, Jessica. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci, carrément. Maintenant, on change de registre. Triste nouvelle, l'homme qui a construit le célèbre robot de Star Wars R2-D2, Tony Dyson, est décédé hier à l'âge de 68 ans. Son corps a été retrouvé dans sa résidence de Malte, en Europe. C'est un voisin qui aurait alerté les policiers après avoir remarqué que M. Dyson manquait à l'appel depuis plusieurs jours. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause de son décès. On vous rappelle que sa création, son robot, est devenu un personnage culte de l'univers Star Wars et il a même fait une apparition remarquée lors du dernier épisode de la saga, Le Réveil de la Force. Alors voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Pour revoir le contenu intégral de nos nouvelles, www.uco-info.ca. D'ici là, passez une excellente soirée sur nos ondes. Au revoir.